océans et même des grands fleuves. Pointe des Monts. Au mi-temps du fleuve et du golfe Saint-Laurent, le vieux phare monte toujours la garde après 175 ans d'affront de la mer et des éléments. S'il ne joue plus depuis longtemps son rôle d'aide à la navigation, peut-être peut-il nous servir de guide vers un passé riche de traditions et d'anecdotes. Le fleuve Saint-Laurent a toujours constitué un défi à la navigation en raison de ses nombreuses battures de sable, de ses récifs et des vents souvent contraires qui s'y manifestent. Qu'on se rappelle les spectaculaires naufrages de la flotte de Walker et de celle de Phipps à l'époque de la conquête anglaise. Jusqu'à l'avènement des navires à vapeur, vers le milieu du 19e siècle, on ne compte plus les naufrages qu'a connus la côte nord du fleuve géant et capricieux. C'est une poussée fulgurante du commerce du bois entre le Canada et l'Angleterre qui, décuplant la circulation maritime, va obliger les autorités à mieux cartographier le fleuve et à construire ce qui deviendra un vaste réseau de phares le long des côtes si souvent traîtresses. Le premier sera érigé à l'île Verte, face à l'embouchure du Saguenay, en 1809. Il faudra cependant 20 ans avant que les minces budgets alloués à la Maison de la Trinité de Québec par la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada permettent la construction d'autres phares le long du fleuve et dans le Golfe. Situé entre les dangereux parages de l'île aux œufs, de Baie-Trinité et des battures de la Manicouagan, Pointe-des-Monts est le site tout désigné pour le prochain phare. Étrangement, c'est 2 kilomètres à l'est de la pointe elle-même, sur un îlot tout près de la terre ferme, que sera construite la tour entre juillet 1829 et septembre 1830. Et quelle tour! Haute de 84 pieds ou 25 mètres, d'un diamètre intérieur de 16 pieds ou 5 mètres, les murs seront d'une épaisseur de 6 pieds ou 2 mètres au rez-de-chaussée et diminueront d'épaisseur sur les 6 étages suivants pour atteindre 2 pieds, 60 cm, au sommet de la tour. Elle logera la famille du gardien tout en servant de support à la lanterne, et là encore, quelle lanterne, consistant en un grand et solide fanal polygone qui devait abriter l'appareil optique formé de 17 lampes à l'huile disposées sur 2 demi-cercles superposés. Cette lanterne, le cœur même du phare, coûtera presque autant que la construction de la tour elle-même, près de 10 000 $ de l'époque. Il aura fallu faire venir par goélette de la pierre calcaire d'une carrière de Pointe-aux-Trembles près de Montréal, car le granit local est trop difficile à tailler. Et il aura aussi fallu imposer aux commerçants de fourrure la venue du phare et ses implications, car ils voyaient d'un mauvais œil toute menace à leur monopole de commerce. On interdira donc aux futurs gardiens de négocier avec les autochtones de la région. Et c'est finalement le 20 septembre 1830 que les lampes à l'huile allumées au crépuscule feront luire le phare pour la première fois, et ce, pour les 134 années à venir. Lors de son arrivée en septembre 1830, le premier gardien, James Wallace, doit s'assurer de la bonne mise en marche de la lanterne et, nuit après nuit, sans relâche, voire à maintenir bien vives les 17 flammes alimentées à l'huile de baleine. À toutes les 3 heures, il veille à couper les mèches et s'assure du poli impeccable des réflecteurs. Les conduits doivent être entretenus et les réservoirs remplis régulièrement, et ils sont situés tout au haut de la tour. Et bien sûr, une tâche administrative se greffe à tout ça. Les rapports et les correspondances sont nombreux. Pendant les 60 premières années, la tour servira de résidence au gardien et à sa famille. C'est le phare habitation. Pourtant, la tour souffrira longtemps d'infiltration d'eau et de problèmes de circulation d'air et de fumée. De plus, les 20 premières années, c'est également dans le phare même que logeront les naufragés recueillis à la pointe, que ce soit pour quelques jours ou pour plusieurs mois.
Les naufrages étaient encore nombreux à l'époque, on en dénombre 34 dans les parages immédiats entre 1831 et 1870. Les autorités décideront donc d'établir au phare un dépôt de provisions pour les naufragés, car ces derniers ne risquaient pas seulement la noyade dans leur mésaventure, mais aussi les sévices du froid, de la faim et de l'épuisement. Les provisions du dépôt se résumaient à de la farine, du porc et des pois. Les portions étaient soigneusement pesées et consignées par écrit en vue d'un remboursement par les propriétaires des navires naufragés. Dès la première année, fin septembre, le dépôt prouvera son utilité lors des suites de naufrages survenus à une 50aine de kilomètres en aval. C'est 21 personnes qui passeront de 7 à 10 jours au phare. Et l'année suivante, c'est 8 hommes qui cette fois passeront tout l'hiver sur place, ayant échoué près du phare à la fin novembre. À leur départ, au printemps, ils auront presque épuisé les provisions disponibles. On peut cependant s'imaginer qu'ils tentaient de compléter la triste ration par un peu de chasse et de pêche. En 1844, après 14 ans de service, James Wallace cède sa place à un marin recyclé et fils de politicien connu, Zoël Bédard. Le deuxième gardien, tout en continuant scrupuleusement à assumer ses différentes tâches, fraternise avec les autochtones des parages, plusieurs familles de montagnais qui fréquentent la pointe, en hiver surtout, pour la chasse aux loups marins. Zoël Bédard, sa femme Louise Langlois, de 16 ans son aînée, et leurs 2 filles adoptives recevront même à l'hiver 46-47 2 pères oblats en résidence, ces derniers étudiant la langue et les mœurs autochtones. À cette époque, chaque étage a une vocation bien précise. Le rez-de-chaussée sert de cuisine et de salle à manger, le premier de salle de séjour et les étages supérieurs de chambre à coucher, sauf le dernier étage où on entrepose les réservoirs et les accessoires nécessaires au fonctionnement du phare et qui sert de bureau et d'atelier aux gardiens. Un foyer à tous les 2 étages tente de combattre l'humidité et de répandre un peu de chaleur dans la tour. La correspondance de Bédard est éloquente sur la salubrité des lieux et les infiltrations d'eau. Au mois de mai 1850, c'est une troupe de 47 naufragés qui passeront quelques jours à la pointe, vraisemblablement dans des tentes de fortune érigées sur l'îlot. C'est alors que surviendra une heureuse nouvelle. En plus de réparations à la corniche et aux différentes ouvertures de la tour, c'est une nouvelle maison qui sera construite avec de la pierre venue d'Anticosti. Mais attention, la maison devra servir exclusivement aux naufragés et à l'entreposage des provisions. Gageons que dans l'isolement de l'hiver, loin de l'administration, la maison aura servi aussi à la famille du gardien. On se rappellera finalement de Zoël Bédard comme étant le grand-père du célèbre Napoléon Alexandre Comeau. C'est en effet sa fille adoptive, Luce Mary, qui mariera, au jeune âge de 15 ans, le controversé Antoine Alexandre Comeau, aventurier et négociant en fourrure, et qui donnera naissance à 12 enfants, dont le premier rendra célèbre la Côte-Nord dans tout l'Empire britannique de l'époque. Lorsque Zoël Bédard meurt de maladie en 1867, sa femme Louise tentera d'obtenir le poste de gardien, elle qui le remplaçait souvent lors de ses déplacements. Mais la réponse de la maison de la Trinité sera cinglante. Le prochain gardien, Paul Pouliot, qui ne passera que 5 ans dans ses fonctions, nous permet cependant de témoigner des modes de navigation de l'époque et de la révolution que commençait alors à provoquer l'arrivée de la propulsion à vapeur. Pouliot, un marin et commandant de navires recyclé lui aussi, continuait dans ses nouvelles fonctions de se passionner pour la navigation et décrivait tous les mouvements de navires dont il était témoin de son poste d'observation privilégié à la pointe des monts. Nous pouvons suivre, dans ses journaux quotidiens, la circulation intense des différents types de voiliers d'alors, avec l'apparition occasionnelle de navires à vapeur.
ces derniers commençaient seulement à prendre la place qu'ils occuperaient totalement en quelques décennies à peine. Peu après son arrivée, le nouveau gardien se verra confier une nouvelle tâche lorsqu'il prendra livraison d'un canon et du matériel lui étant nécessaire pour son utilisation. Une poudrière, soit un minuscule hangar, sera érigée à bonne distance du phare pour entreposer les réserves de poudre. Mais Pouliot était destiné à passer bien peu de temps sur l'îlot. La maladie mentale qui l'afflige forcera l'administration à le remplacer dès 1872. Louis-Ferdinand Fafard marque le début d'une véritable dynastie à Pointe-des-Monts. Pendant 80 ans, lui et 2 de ses descendants occuperont les lieux. À son arrivée, en 1872, avec ses 8 enfants, on retrouve sur l'îlot, en plus de la tour, la maison des naufragés, une grange étable, la poudrière, 1 ou 2 autres petits entrepôts et un abri pour le canon. Pas de pont encore à cette époque, cela ne viendra que 12 ans plus tard. Mais la solitude et l'isolement qu'on associe souvent au phare ne s'appliquent que partiellement ici. Bien sûr, le phare est plutôt isolé sur l'îlot, mais il reçoit régulièrement une panoplie de visiteurs de tout acabit. Prêtres, autochtones, chasseurs, pêcheurs et trappeurs, marins et voyageurs, inspecteurs du gouvernement, sans compter que la vie de famille y est assez mouvementée. Qu'on pense à ces 8 enfants, en plus des adultes, circulant dans les 7 étages de la tour. Éliosa Fafard a gardé de ses années de jeunesse au phare des sentiments bien peu mélancoliques. Ses légendes et récits de la côte nord du Saint-Laurent sont plutôt une exaltation de la beauté sauvage des lieux et de la chaleur humaine de ses habitants et visiteurs. L'arrivée, en 1883, de la télégraphie viendra aussi aider à contrer l'isolement physique du site du phare. On peut maintenant signaler sur le champ naufrage ou accident et être mis au courant des dernières informations importantes. Avec l'arrivée du sémaphore, pour communiquer par fanion avec les navires, c'est déjà le nouveau siècle qui se profile à l'horizon, avec ses bouleversements dans les communications et le développement de la région. Lorsque Victor Fafard prend la relève de son père en 1889, il apprend qu'il pourra dorénavant habiter l'ancienne maison des naufragés. Car la côte étant désormais plus habitée, les anciens dépôts de provisions ont perdu de leur utilité, chaque citoyen étant tenu d'aider des naufragés. Heureusement pour Victor, car, avec son épouse Marie-Louise Montreuil, ils élèveront, dans la tour et la maison, une famille de 12 enfants. Et on devrait dire les maisons, car en 1912, on construira enfin une vraie résidence pour le gardien et sa famille, avec même le luxe d'une citerne pour l'eau potable au sous-sol. Plusieurs innovations marqueront le long séjour de Victor comme gardien. Tout d'abord, les 2 canons seront remplacés par un lance-pétard, un système qui permet de faire exploser des bâtons de dynamite à intervalles réguliers. Puis, une nouvelle lampe à vapeur d'essence vient remplacer les anciennes lampes et leurs fragiles réflecteurs. Un mécanisme pivotant, actionné par des poids, vient compléter le tout. Il faudra percer le plancher de chaque étage pour installer la cage qui contiendra ces poids. Remontés par manivelle le soir, ils feront tourner la lampe durant toute la nuit. Puis, en 1918, un nouveau bâtiment érigé à la Vraie Pointe, 2 km à l'ouest de la tour, recevra une sirène actionnée par un moteur au pétrole. Il logera également l'assistant qui en a la charge. On parlera maintenant de la pointe du Criard. 30 ans après son entrée en fonction, le métier de Victor Fafard a donc bien changé. Fini les coups de canon ou de dynamite, fini les nuits à entretenir constamment les petites flammes et leurs réflecteurs, et fini aussi les naufrages. Car avec la fin, ou presque, de la navigation à voile,
Les navires sont maintenant beaucoup plus fiables. Les derniers naufrages qui auront lieu en 1915, 1919 et 1926 ne feront que peu de victimes. Le métier de gardien continuera à se moderniser pendant les 27 années de service de Georges Fafard, fils de Victor. En 1928, on installe, dans l'édifice du Criard, un poste de TSF qui permet de communiquer avec les navires selon le système Morse. Également, un système de radioémetteur automatique permet aux navires de détecter précisément la position de la pointe, la vraie pointe, celle du Criard. La vieille maison des naufragés, vieille de 80 ans, sera démolie en 1930. En fait, la vie deviendra presque facile pour Georges et sa famille de 2 enfants. Facile, mais bien remplie. Un peu d'agriculture, la basse-cour, les vaches et les chevaux, les visiteurs, le temps passe vite. Le deuxième assistant, le jeune Robert Cavana, lui-même futur gardien de phare, sera vite adopté par le groupe. C'est de cette période que nous sont restés le plus de souvenirs photographiques. Un peu plus tard, la guerre, avec la présence de sous-marins allemands dans le fleuve, viendra causer quelques émois, comme le jour où un navire de guerre, le Magog, sera torpillé sous les yeux même de Cavana. L'après-guerre amènera les soirées mémorables où l'on viendra de partout aux environs. Et c'est par radiotéléphone, une autre nouveauté de l'après-guerre, que le couple Fafard apprendra l'ouverture d'un poste de gardien à Métis-sur-Mer, près de Rimouski. Ils quitteront l'îlot en 1954, mettant ainsi fin au règne des Fafard à Pointe-des-Monts. La tradition familiale de gardien de phare n'était pas unique à Pointe-des-Monts, loin de là. À l'île Verte, par exemple, les Lindsay ont tenu le phare pendant 137 ans. Les Duguay ont occupé durant plusieurs décennies le phare de la pointe sud-ouest d'Anticosti. Et c'est d'ailleurs l'un de ces Duguay qui prendra la relève à Pointe-des-Monts après plus de 80 ans de règne des Fafard. Sauveur Duguay sera l'artisan du premier tracé de la route sinueuse qui relie la pointe à la route nationale. Une nouvelle maison est construite près du Criard et c'est toute heureuse que la famille quittera l'îlot du phare pour emménager dans la modernité. Mais après à peine 5 ans, Duguay renonce au métier de gardien et devient commerçant à Baie-Trinité. C'est beaucoup grâce à Jacques Landry, gardien de 1959 à 1978, que le phare est encore debout aujourd'hui pour accueillir les visiteurs. Lorsqu'à l'automne 1964, une nouvelle tour métallique est érigée près du Criard, c'est pour remplacer l'ancien phare par un système automatisé. Et comme bien d'autres phares à cette époque, celui de Pointe-des-Monts devient sujet à démolition imminente. On a envoyé officiellement l'avis que le vieux phare était éteint, que le nouveau phare électrique partait, changement de distance un petit peu au bateau, l'avis navigateur. Vers minuit, il a fallu renvoyer un nouvel avis que le phare neuf ne marchait pas, puis il a fallu rallumer le phare. Ça m'a rendu comme... Tu sais, il marchait depuis 1830, il était en fonction depuis 1830. Comme quelqu'un qui ne veut pas mourir, hein? Qu'est-ce que tu fais là? Sensibilisés par Jacques Landry, plusieurs organismes municipaux et patrimoniaux font appel à la Commission des monuments historiques du Québec pour préserver le phare et la poudrière. Leurs efforts porteront fruit. Et Landry devient préservateur du site tout en développant un restaurant dans l'ancienne maison du gardien. Déjà, le site a été nettoyé des vieilles bâtisses en ruine et plusieurs objets ont été récupérés pour la mise en valeur de l'endroit. Même la vieille chapelle a été restaurée. On a rendu carrossable le chemin forestier vers la route nationale et commence alors la nouvelle vocation du phare de Pointe-des-Monts, celle de gardien d'une partie de notre patrimoine qui de tout temps a été liée au fleuve.
Au départ de Jacques Landry, en 1978, pour ses terres natales de Mingani, son assistant, Roland Boudreau, terminera les dernières années du poste de gardien à Pointe-des-Monts. C'est en 1985 que le métier disparaîtra ici, comme presque en même temps ailleurs dans le Golfe et le long du fleuve. Moi, j'ai adoré ça. Ça sera recommencé, ça me ferait une chanson. J'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Terminons en citant Pierre Frenette, historien et auteur. Rarement peut-on, autant qu'au vieux phare de Pointe-des-Monts, associer un immeuble à un métier. La vieille tour abritait les familles des gardiens, à une époque où ce métier était éminemment personnalisé et familial. Le soin des lampes, l'aide aux naufragés, l'éloignement et la survie quotidienne exigeaient une participation de tous les membres de la famille à des activités simples mais variées. Ne serait-ce qu'à ce titre de témoin d'un passé à jamais révolu, la vieille tour mérite le respect de tous les êtres humains.